Ah voilà. Ah, Oui. Bon. Oui, donc je disais, moi, c'est très simple. Mon premier contact avec la dynamique des systèmes intervient quand j'étais étudiant à Dauphine. Ça devait être en quatrième année, je pense. Ouais, c'était en quatrième année. J'avais pris une option gestion publique. Et dans l'option gestion publique, alors est-ce que c'était dans cette option-là? J'en sais même rien d'ailleurs. On se retrouve avec une série de cours sur l'analyse des systèmes. Alors on a eu tout ce qui était sur le marché à l'époque, de Bartel Amphi en passant par Ansoff, enfin bon, etc. C'est un paysage assez riche intellectuellement. Et puis à un moment donné, on a eu un truc sur ah bah tiens, il y a un mec qui s'appelle Forrester qui fait des trucs intéressants. Et on nous a présenté, je me rappelle, c'était Industrial Dynamics. Et on nous a montré comment ils faisaient des modèles. Alors le problème, c'est qu'on n'avait pas le matériel pour les faire. À l'époque, c'était Dynamo, hein, la bête hmm. qui. Donc on n'avait pas ça. On avait des extraits de son bouquin, Industrial Dynamics, qui était intéressant. Et puis on avait des petits exercices à la main pour nous faire comprendre ce que c'était finalement qu'un qu'un diagramme causal, quoi. Et comment on articulait des flux et des stocks. Et voilà. Bon. Donc, c'est resté comme ça un petit peu dans ma mémoire. Et puis, bon, moi, j'en ai plus entendu parler pendant quelques années, mais c'est un truc qui me turlupinait quand même, quoi. C'est-à-dire que Ça, j'avais c'est quelle année à peu près ça? C'est année. ça, c'est, attendez, ça, c'est dans les années 73, 72, 73, quelque chose comme ça. Euh, je pourrais vous dire ça précisément. 70, ouais, je dirais 72, 60. C'est à cheval sur 72, 73. Donc, ouais, ça en est resté là. Alors, il y avait un. J'ai eu, alors, je ne sais plus si c'est dans la même matière ou dans une autre, on a eu à discuter aussi du bouquin du Club de Rome sur qu'on a appelé bêtement en France Alta la croissance et qui repose sur le modèle des Midos, quoi. Et donc, on a eu aussi à travailler là-dessus et on a eu aussi à en parler. Enfin, ce qui intéressait les gens là, c'est un, qu'on s'approprie la logique de réflexion, logique systémique, etc. Et que enfin, on s'est vite centré sur l'idée est-ce que c'est possible ce qu'il raconte et quelle critique on peut en faire, quoi. Enfin, comment c'est faire dans le monde universitaire. Et du coup, le modèle lui-même, il est passé un peu à l'as, quoi. Hein. Bon, comme pour tout le monde, d'ailleurs. On s'est pas posé les questions de savoir comment ça marchait, si c'était malin, si c'était pas malin. On est tous allés vers une critique de fond d'un certain nombre de principes, de relations de base et sur le réalisme ou pas du modèle, quoi. Bon, c'était ouais, intéressant, mais rien de plus. Et ensuite, donc, moi, mon retour à la dynamique des systèmes, il m'est venu, alors je ne sais pas quand, je me suis retrouvé à un moment donné, j'étais dans un service d'études du ministère des Transports, alors je ne me rappelle plus quelle année, et puis je me dis, mais au fait, j'ai vu là, il existe des logiciels qui permettent de faire de la dynamique des systèmes. Donc je savais que Stella existait, et donc, alors, qui s'appelait plus, oui, qui s'appelait Stella à l'époque. Euh, et donc, il y avait déjà Stella I Think, je pense. Enfin bref. Et donc, je me dis, tiens, il y a un truc qu'on ne sait pas bien faire en économie des transports, c'est modéliser les prix. Et je me suis dit, mais si j'essayais de modéliser les prix en dynamique des systèmes. Donc, je me suis dit, je vais créer un micro-modèle, un mini-modèle théorique pour voir comment je peux expliquer ce que je raconte, moi, avec ma chat, quand je discute avec les gens pour leur expliquer comment fonctionne le marché des transports routiers, est-ce que je peux essayer de le mettre en musique dans un petit modèle explicatif, quoi. Et donc, je me suis attelé à ça et je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est vachement compliqué de bien modéliser en dynamique des systèmes parce qu'il faut rompre avec tout ce qu'on a l'habitude de faire.
et notamment de faire de l'économétrie, des choses simples. Tiens, voilà. Et donc, je crois que c'est la première tentative perso que j'ai faite. Donc, j'ai acheté le logiciel, enfin, j'ai fait acheter le logiciel. J'ai fait cette tentative, je me suis dit, c'est pas con, ça marche. Et j'ai dû continuer ensuite à faire des trucs. Et après, à un moment donné, donc, j'ai quitté le giron du ministère pour aller monter un enseignement universitaire, enfin un institut universitaire en réalité. Et à ce moment-là, j'ai demandé à ma collègue avec laquelle on montait ça, dit, si tu es d'accord pour qu'on monte un enseignement de dynamique des systèmes, elle m'a dit OK, elle était d'accord, d'autant que c'était une fanat de systémisme, par ailleurs, mais qui modélisait rien du tout. Mais elle prêchait une approche système dans plein de domaines. Et elle expliquait qu'en logistique, si on n'a pas une approche système, on se plante, quoi. Puisqu'elle, elle était enseignante de logistique. Donc voilà. Mais voilà comment j'arrive là. Alors là, je monte mon premier enseignement. Alors là, il faudrait que je vous retrouve les dates. Faut que je recherche ça. Je chercherai tout à l'heure. Donc c'est quand on crée l'Institut Management Transport Logistique, qui est mort depuis, hein, qui a disparu. Donc pendant toute la durée de vie de cette structure, d'abord Michel Karski a fait des cours. Puis ensuite, je crois que je l'ai remplacé. Donc j'ai fait les cours après. Alors, je vous expliquerai ce qu'on faisait faire en fait. Hein. En fait, on faisait un cours et puis chaque élève devait faire un modèle en fait. Hein. Donc, je récupérais, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de modèles par an. Enfin, je devais regarder ce que faisaient mes étudiants. Certains étaient géniaux. Enfin, j'en ai trouvé qui étaient vraiment impressionnants. Et, euh, et donc, ce passage universitaire, dans le même temps après, je me suis fait remplacer par quelqu'un d'autre, par une autre jeune femme, une jeune femme qui s'appelle Gacogne et qui est assez bonne en dynamique des systèmes. Moi, je trouve qu'elle a un caractère de cochon, etc. Elle est insupportable, mais indépendamment de ça, elle est assez douée en dynamique des systèmes. Et elle a continué de son côté à en faire. Mais donc, moi, dans le même temps, quand je me suis retrouvé dans le milieu universitaire, donc je me suis dit, bah, tiens, je vais m'intéresser à la recherche. Et j'ai proposé dans le cadre des programmes de recherche, de faire des modèles dynamiques et systèmes appliqués. C'est là que j'ai fait mon premier grand vrai modèle, je dirais, où j'ai passé non pas quelques semaines ou quelques jours, mais beaucoup de temps. Et donc, mon premier gros modèle, je l'ai fait avec Michel Karski. Euh, et puis ensuite, j'en ai fait plein d'autres, quoi, enfin plein. L'histoire n'est pas si longue que ça, mais j'en ai fait un certain nombre, et certains très compliqués, dont je suis plus ou moins fier. Il y en a dont je suis très fier, d'autres beaucoup moins. Toujours centré sur les transports. Non, alors le premier que j'ai fait, effectivement, c'est sur les transports. C'était un modèle qui visait en fait purement et simplement à dire, à essayer de montrer qu'on était capable de faire de belles, d'avoir un modèle qui permettait de faire de la prévision macroéconomique, je dirais, de transport, mais en ayant derrière une analyse causale, je dirais, un peu plus intelligente que les trois ou quatre équations à la noix qu'on met en général dans les modèles de transport. Quoi. Mais bon, très vite, je me suis dit, oh, mais il manque des choses, il faut qu'on puisse coller de la géographie là-dedans, sinon c'est pas marrant. Quoi. Et là, c'est une autre paire de manches. Hein. Alors là, il y a d'autres solutions sur lesquelles, après, j'ai travaillé. Bon, alors, ça, c'est le début de la modélisation que je fais, effectivement, sur les transports. Ensuite, j'en ai fait sur plein d'autres trucs. Par exemple, il y a un de mes modèles, donc je suis assez fier, entre guillemets, parce qu'il m'a donné vachement de boulot, mais j'ai pris un vrai plaisir à le faire. C'est quand j'ai réussi à dire, oh, dis donc, et si on faisait un modèle qui, euh, qui simule le fonctionnement du système agricole français en lien avec l'énergie et les transports. Et ça, c'est passionnant. Ça, c'est passionnant parce que vous posez le problème des biocarburants, vous avez le problème des imports et des exports de produits agricoles et d'intrants divers et variés, d'engrais et de machin. Et suivant les hypothèses que vous faites et la politique agricole commune que vous mettez, ça a des conséquences agricoles, mais ça a aussi des conséquences énergétiques, des conséquences transport, etc. Donc ça, je trouvais ça marrant.
Mais ça prend du temps et ça a suscité un manque d'intérêt total des institutionnels. C'est-à-dire que le jour où j'ai présenté le truc, il n'y avait personne. C'était extraordinaire. Je me suis retrouvé dans une salle où il y avait le mec de la recherche transport qui était intéressé par ce que j'avais fait, parce qu'il m'avait soutenu. Il y avait une nanette de l'agriculture qui m'a regardé et m'a dit, mais pourquoi vous vous occupez de ça? Bah, je dis, c'est intéressant quand même, c'est un vrai sujet, et politiquement, et économiquement, etc. Ah ouais, mais bon, non, non, mais c'est nous, l'agriculture, c'est pas vous. Bon, je dis, d'accord, là, je crois que je suis pas dans le bon monde. Et alors que quand j'avais préparé le boulot, évidemment, j'ai rencontré plein de gens. Et quand j'étais allé bosser avec les mecs de l'INRA, ils trouvaient ça malin. Et puis j'ai trouvé des gens à l'INRA qui faisaient de la dynamique des systèmes, d'ailleurs, à l'époque. Donc, voilà, ça c'est. Alors, il y a aussi un autre modèle alors, qui lui aussi a été. Je dirais, je me suis régalé, mais en même temps, ça a été une catastrophe finale parce que je me retrouve récupéré un truc que je n'ai pas du tout monté, un projet. Il y avait les mecs qui avaient signé un contrat pour faire un modèle pour la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, c'était un modèle, j'allais dire un modèle, si c'était à refaire, si, je ne suis pas sûr que je le referais, parce qu'on a mis un temps à caler le modèle qui est inimaginable. Pourquoi? Parce qu'en gros, il s'agissait, le mandat qu'on avait, c'était de simuler la réforme qu'ils ont faite à un moment donné des systèmes de remboursement, de prise en charge des médecins, etc., dans le cadre de la mise en place des parcours de soins. Alors, il y avait plein de paramètres qui bougeaient, des paramètres de remboursement, des paramètres de surtaxe, des paramètres concernant les médecins eux-mêmes, leur prise en charge sociale. Enfin, il y avait plein de trucs. C'est un système un peu compliqué. Les secteurs 1, secteur 2, le rapport entre les deux, enfin, c'était un peu compliqué. Et puis alors, on nous demandait de simuler ce système. Qu'est-ce qui se passe si on met en place ce machin? Alors, il y a une foultitude de données, je ne vous dis pas, c'est absolument fou. Donc, on rentre ce machin-là, on passe un temps fou à. Bon, le modèle causal, on l'avait assez vite construit, conçu. Par contre, le calage du modèle, c'était la croix et la bannière. Puis à un moment donné, bon, vous mettez des valeurs initiales partout, bon, et à un moment donné, on se dit, bon, on va voir comment bouge le machin, quoi. Alors, nous, on faisait ça par bloc, hein. On ne fait pas tout d'un coup, on ne voit rien. On faisait ça par bloc. Et on se rend compte que enfin, à caler, c'est impossible. Parce que on a des boucles, tellement de boucles partout, des parcours de soins, mais comment ça se termine, comment ça se commence, un parcours, on ne sait pas ça. On n'a aucune information sur. Vous prenez un mec, il va voir son médecin traitant, l'autre, il lui dit, ah, vous avez un truc à la gorge, il faut aller voir un otorino. Il va voir l'otorino, après le mec, là, il faut voir un. Bon, le gars, il part, mais on n'a aucune information, en fait. On a simplement des stats à chaque stade. On sait qu'il y a tant de mecs qui vont voir l'otorino, il y a tant de mecs qui vont voir leur généraliste, etc., etc. Alors, même si on arrive à enchaîner ça dans le temps et mettre des délais dans le système, euh, et qu'on a des stocks de médecins par catégorie qui eux-mêmes bougent en fonction de paramètres extérieurs et de vos paramètres de politique de santé, vous vous rendez compte qu'à Calais, c'est un vrai merdier. On a passé, mais alors, je ne dis pas le temps qu'on a mis. Bref, au bout d'un an de boulot à deux, on se voyait, euh, on se voyait une à deux fois par semaine, hein. Donc on passait 2 jours par semaine sur ce truc-là. Au bout d'un an, on arrive à un truc qui marche. On était vachement contents parce que le truc tournait. On arrivait à montrer des choses, à montrer que quand même les politiques imaginées pouvaient avoir des conséquences, mais qu'il y avait quand même des choses assez bizarres qui pouvaient se passer. Enfin bref, on arrivait à montrer des choses. Puis on avait construit un tableau de bord pour piloter le modèle quand même. Et on avait dans le même temps formé les mecs qui étaient susceptibles de s'en occuper. Bon, donc là, il se passe un intervalle de temps, je ne me rappelle plus quel mois c'était, et on se retrouve donc à finaliser le modèle, fabriquer le produit fini, pouvoir faire une présentation finale. Et donc, on se pointe à la CNAV avec notre machin, on arrive, on voit un monsieur qu'on ne connaît pas qui nous dit bonjour. Alors, vous avez fait un travail, etc. Ah, voilà, je suis le remplaçant du directeur, je ne sais pas quoi, qui a été muté ailleurs. Ah bon, donc le mec ne savait pas du tout ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait. Bon. Et les 2 gars qu'on avait formés, ils avaient été aussi mutés ailleurs. Donc, on se retrouve avec des clients qui ont disparu.
Alors ça, c'est traumatisant. Ça, c'est traumatisant. Alors, on a fait un beau modèle. Je ne sais pas s'ils s'en sont servis. Ils ne nous ont jamais pu demander quoi que ce soit. Euh, Finalement, on a été payé, mais je ne suis pas sûr qu'ils avaient envie vraiment de nous payer, les successeurs. Parce que bon, ils se retrouvaient avec un truc, ils ne comprenaient pas ce que c'était, ils ne comprenaient pas pourquoi on l'avait demandé, et ils ne savaient pas le faire marcher. Donc voilà. Alors ça, c'est traumatisant, ça. Hein. Mais bon, c'est pas spécifique à la dynamique des systèmes. Hein. Mm. Moi, j'ai connu la même chose en matière de modélisation classique, et Dieu sait que j'ai pu en faire dans ma carrière professionnelle des modèles de tout et de n'importe quoi, des modèles d'entreprise, des modèles, bon, des modèles de prévision économique, etc. Honnêtement, le problème numéro un, c'est d'avoir des interlocuteurs qui ont envie de jouer avec vous. Hein. J'ai été de l'autre côté de la barricade, c'est-à-dire j'ai été aussi, entre guillemets, comme on dit, décideur. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes timings, on n'a pas les mêmes préoccupations, enfin tout ça est très différent. Mais c'est vrai que le problème numéro un qu'on a dans ce pays, c'est que les gens, ils veulent des résultats. Quand vous faites un modèle, les gens, ils veulent pas un modèle, ils veulent que vous leur disiez qu'est-ce qui se passe si je fais ça ou si je fais ça. Mais ce sont des questions hyper simples. Il n'y a jamais de boucle, ils ne reviennent jamais me voir et vous dire mais, oui, mais si je fais ça à la place de ça, qu'est-ce qui se passe? Non, non, ils vous demandent un résultat. Quoi. Je me rappelle quand on avait fait un modèle, pas en dynamique des systèmes, sur la modélisation des comptes de la SNCF dans les débuts des années 80, on voyait bien que ce qui gênait les gens, c'était le résultat. Ce n'était pas du tout le mécanisme et qui aurait dû poser problème aux gens qui avaient des décisions politiques à faire, à prendre. C'est le résultat. On va vous rendez compte si on met. Non, non, publiez pas ça. Détruisez les documents. Enfin, moi, je l'ai vécu, ça. Hein. Donc, Sur la question des cours, où se faisaient, où se pratiquaient en alors, généralement ces cours? moi, j'en ai fait donc Paris 12, Institut Management Transport Logistique. Ça a duré le temps que l'institut a duré. Euh, il a été détruit peu de temps après que je m'en aille d'ailleurs. Enfin non, parce que je suis resté un moment en revenant, en faisant des confs de l'extérieur. Euh, ouais, on va dire que quand il a été, ça a duré le temps qu'il a existé quoi. Bon, il y avait en même temps à Paris un cours qui était fait à l'IAE. Alors, je ne sais pas pendant combien de temps, et je sais pas s'il faisait beaucoup de modélisation. Je sais qu'il y avait un cours de dynamique des systèmes et je pourrais vous retrouver enfin, le nom du mec qui s'en chargeait à l'époque, qui était un des collaborateurs à l'époque de Michel Karski, mais qui ensuite a fait une carrière dans la banque et je ne sais plus où. Il devait s'appeler Stéphane Corbin ou un nom comme ça. Bon, ça, c'était le deuxième truc. Il y a eu aussi, je sais, un cours à l'école des mines, je crois, l'école des mines Paris, qui était donné par le même et un autre mec dont j'ai oublié le nom, mais que je peux peut-être retrouver, qui étaient deux gars assez sympas. Et donc, il y avait un cours de dynamique des systèmes. Alors, est-ce que c'était un cours de dynamique des systèmes, j'allais dire modélisation, ou est-ce que c'était un cours d'analyse de système, savoir construire un diagramme causal, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Alors, ça, c'est, on va dire, la préhistoire. Enfin, les années 80, quoi. Alors, après, moi, j'ai monté un cours. Alors, ça n'a pas duré très longtemps. Ben, ça s'est arrêté parce que je ne pouvais plus le donner, que je n'avais pas plus le temps de le donner. Je pense que c'était avant 85, dans le début des années 80. J'ai monté un cours de dynamique des systèmes à Dauphine. Le cours, il prenait place alors je ne sais plus si c'est en bac plus 4, bac plus 5, je ne sais plus. Dans la spécialité MIAGE, hein, modélisation, machin. Euh, non, je crois que c'était en second cycle, c'était pas en troisième cycle. Bon, ça a duré, j'ai dû faire ça peut-être 3-4 ans, je ne sais pas. Parce qu'au début, au début, on m'a dit, ouais, viens filer un cours transport. Alors, je faisais de la conjoncture, je faisais un peu de tout. Puis,
puis après, je me suis dit, mais après tout, si je faisais carrément un cours de dynamique des systèmes, ce ne serait pas idiot. Donc, du coup, j'ai fait un cours de dynamique des systèmes et puis je leur faisais faire un petit modèle, quoi, rapide. Euh, Où est-ce que j'ai... Alors, j'en ai monté un autre pendant quelques années à l'école des ponts et chaussées, dans le cadre d'un master qui s'appelait le master fret ferroviaire, ou un truc comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il existe encore. Alors, ça s'est très bien passé pendant quelques années. J'avais un nombre d'étudiants réduit. Alors, c'était vachement facile à faire, hein. Je pouvais mettre 10 mecs devant un ordi et puis faire le tour. Je passais 3 heures avec eux. On bricolait les modèles, on avançait, j'expliquais, etc., à partir de cours un peu théoriques que je faisais avant. Et donc, je les faisais travailler. Et donc, c'était pas inintéressant. Sauf qu'un jour, une année, au bout de, je sais pas, peut-être 3 ans, un truc comme ça, je me suis trouvé avec un groupe dans lequel il y avait une bande de mecs que ça emmerdait de faire de la dynamique des systèmes. Et donc, je me suis non pas engueulé avec eux, parce qu'ils étaient très gentils avec moi, mais avec l'équipe pédagogique globale de l'école, qui m'a dit oui, ils ont fait des critiques. Et je dis, c'est quoi les critiques? Alors, la critique, c'était on n'a pas de support de cours. Et je dis, ils sont quand même gonflés. J'ai créé un site internet exprès dans lequel j'ai dû mettre, je sais pas, peut-être 1000 ou 1500 pages. Donc, s'ils sont pas foutus de trouver leur loisir, de trouver les infos là-dedans, c'est que c'est vraiment des mecs qui veulent pas bosser, quoi. Enfin bref, j'ai envoyé chier tout le monde. J'aurais dit, bon, dans ces conditions, vous ne me reverrez plus, ciao. Moi, je m'excuse, mais j'écoute pas les étudiants qui disent des mensonges. Donc là, c'est un mensonge avéré. Donc je m'en vais. Donc ça, c'est un des trucs. Est-ce que j'en ai monté d'autres, des enseignements de dynamique des systèmes? Je crois que j'ai fait le tour des enseignements, je crois, hein. Alors, il y en avait. Alors, est-ce qu'il y en avait d'autres parallèlement? Il me semble que oui, mais ça, il faudrait demander à Valérie Gacogne si elle se souvient de ce qu'elle a fait. Alors Valérie Gacogne, aux dernières nouvelles, je croyais qu'elle bossait pour le ministère de la Défense, mais bon, je ne sais pas. Vous la trouvez sur LinkedIn, elle est toujours en vie sur LinkedIn. Et à l'époque, il y avait une forme de réseau en France, des gens qui travaillaient, qui échangeaient sur cette approche bien avec des systèmes. Alors, c'était très limité. D'abord parce qu'il n'y a pas de marché. Donc, alors, non, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire. À un moment donné, mon copain Karski, qui avait une petite entreprise, j'allais dire qu'il était très individuel par moment, parce qu'il n'y avait plus de salaire, plus rien. Bon, au pire, il a dû avoir 3 personnes. Bon, mais, et donc, à un moment donné, il me dit, je vais prendre ma retraite. Je dis, OK. Et bon, il voulait se séparer de l'entreprise, il a refilé à des mecs qui voulaient faire des études mais qui n'en étaient pas capables parce qu'ils faisaient autre chose à côté. Vous savez, quand vous prenez un contrat, il faut passer du temps. Il ne suffit pas d'aller signer. Bon. Et donc, eux, finalement, ils ont laissé tomber. Donc, à un moment donné, Michel m'a dit, bah, si vous voulez, vous reprenez la commercialisation des logiciels dont je suis le représentant dans le monde francophone. Les logiciels Stella, I think. Donc j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Donc j'ai de ce point de vue-là une liste de clients Stella, quoi, puisque j'étais le point de passage. Et là, j'ai découvert que c'était un marché qui était ridicule, qu'il n'y avait personne. Alors, je pourrais retrouver la liste, ça en cherchant, je pourrais peut-être retrouver la liste des universitaires ou des gens qui m'achetaient des logiciels. Ça, je peux peut-être retrouver. Ah oui, ça doit être très intéressant. Mais c'était. Donc, c'est des mecs avec lesquels je discutais de temps en temps, ou des fois, je leur disais, mais vous pouvez m'appeler si vous voulez. Mais je gagnais rien dessus. Quand je vendais un logiciel, je devais. En plus, à l'époque, les logiciels, c'était là, ils valaient beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. En fait, ce qui a changé les choses, c'est la succession. Quand le créateur de HPS, prédécesseur d'IC, a pris sa retraite ou est mort, je ne sais plus, il a été remplacé par sa fille et qui a eu une politique marketing complètement différente, qui a multiplié les prix par 10, en gros, et avec des tarifs réduits qui étaient plus tellement réduits, parce que moi, à l'époque, quand on achetait des logiciels Stella pour des universités, on les achetait en groupe, et ça coûtait que dalle, quoi. Enfin, moi, j'équipais des facs, j'en achetais, je sais pas, 20 postes d'un coup. Maintenant, si vous devez acheter 20 postes, je sais plus combien c'est, mais enfin, c'est moins donné, quoi. Et donc, j'avais un marché qui n'était pas un marché
tellement contraint par les prix. J'en vendais même à des étudiants. Ouais, ça m'est arrivé, peu, mais ça m'est arrivé. Et non, là, je me suis rendu compte que c'était un marché qui était ridicule. Il y avait très, très peu de monde. Alors, il y avait au bout d'un certain temps, il s'est développé un autre machin. Donc, en plus d'IC et en plus de Vensim, qui était un autre univers, mais bon, je suis pas sûr. C'était un copain à moi aussi qui s'occupait de Vensim. Ben, c'était le fameux Ukrainien qui s'occupait de Vensim. À mon avis, il n'y avait pas grand monde non plus. Et donc, à un moment donné, les Russes ont créé un truc qui s'appelle AnyLogic, A-N-Y, bon, logique. Et AnyLogic, alors maintenant, ils sont plus en Russie, vous avez compris pourquoi. Ils sont américains, ouais, européens, etc. Et donc, Vladimir Kolchanov s'est retrouvé, en fait, le responsable Europe, ou Europe, je ne sais pas quoi, pour AnyLogic. Mais il vendait très peu de choses. Enfin, moi, j'ai eu connaissance un peu de son chiffre d'affaires, de son activité. C'était pas facile, quoi. Donc, il faisait des modèles aussi. Et il travaillait régulièrement avec les Russes sur de la modélisation. Alors, il y avait deux dimensions dans les logiques. Il y avait une dimension modélisation multi-agent, qui était, à mon avis, le cœur de métier de ces gens-là. Et puis, vous aviez la possibilité de faire aussi de la dynamique des systèmes avec AnyLogic et de connecter les deux, ce qui était assez intéressant. Et c'est comme ça que j'ai développé avec Vladimir, sans mettre les mains dans la complexité des nids logiques, ce à quoi je me refusais, parce que moi, honnêtement, programmer en Java, ça ne m'intéresse pas du tout. Je trouvais ça pas intéressant, pas très malin, quoi. Bon. Mais par contre, les processus et la modélisation en multi-agent, ça m'intéressait beaucoup, notamment pour certains aspects de fonctionnement de réseau en transport, de simulation de sites. Vous voyez, vous voulez simuler le fonctionnement d'une gare ou d'un port, c'est quand même malin de pouvoir travailler en multi-agent, c'est beaucoup plus pratique, etc. Puis en plus, AnyLogic vous permettait de faire de la représentation 2D et 3D de ce que vous simulez. Donc c'était assez chouette. Donc on a essayé de prendre cette voie-là, mais là aussi, bon, il n'y a Quels pas. étaient vos contacts à l'époque avec des gens qui étaient peut-être dans des réseaux internationaux? Je pense au MIT ou peut-être d'autres Moi, écoles à l'étranger. moi, assez peu parce que ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. Donc, ouais, j'ai eu quelques contacts. À un moment donné, j'avais même été contacté par Nissan États-Unis. Et en fait, bah, ils m'ont pas retenu finalement parce que j'étais pas américain, quoi. Mais sans ça, ils m'auraient bien retenu pour les aider à faire un outil de prospective pour Nissan. Oui, bon, à un moment donné, on est dans des réseaux, on communique, etc. Moi, j'ai échangé avec des gens ici et là, mais bon, j'avais un copain en Argentine, un autre en Sicile. Ça. Mais bon, moi, moi, j'ai jamais eu une carrière, j'allais dire, universitaire classique. Je ne suis pas un universitaire au fond. Quand j'ai fait de l'universitaire, c'est comme prof associé, c'est comme quand j'ai monté l'Institut Management Transport Logistique. En fait, j'ai été détaché par le ministère. Enfin, même pas détaché, mis à disposition par le ministère, qui m'a oublié un certain temps. Puis à un moment donné, il s'est dit, mais merde, il faut qu'il revienne. Et je leur ai dit, mais attendez, si je reviens, il n'y a plus de poste, donc il y a des fonctions qui disparaissent, et l'université n'a pas voulu payer. Donc voilà. Bon, on dit, bon, démerdez-vous. C'est pas... Après, ils ont fait le truc. On évoquait tout à l'heure les raisons. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la situation française, hein, qui est un peu paradoxale. Il y a très très peu de formations en système dynamique, quelques-unes encore dans quelques écoles, mais très difficile à savoir qui fait quoi. Comment vous expliqueriez-vous justement ce Moi, non-passage? moi j'ai une explication que j'ai essayé d'écrire noir sur blanc dans Samba d'ailleurs. Moi, j'ai une explication. Je pense qu'on ne s'est jamais relevé du traumatisme de halte à la croissance. C'est-à-dire que vous avez quelque part des gens qui prétendent à faire une modélisation globale et vous disent on va droit dans le mur. C'est quelque part on a associé, si vous voulez, le côté oiseau de mauvais augure avec la dynamique des systèmes.
et c'est resté lourdement dans la représentation sociale. Il y avait un autre truc qu'il faut voir, c'est que ça intervient à une époque où il y a un débat idéologique extrêmement fort chez les économistes, les politologues, etc., même les sociologues en France à l'époque, où il y a une opposition, je dirais, radicale entre, j'allais dire, un courant marxiste pur et dur, un courant libéral pur et dur, et puis un petit milieu keynésien, j'allais dire. Et tout ça fait que, de toute façon, tout ce qui est systémique est perçu comme, quelque part, comme je le disais tout à l'heure, totalement hérétique, quoi. Totalement hérétique. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent partir des comportements et faire de l'analyse causale avant de... Non, on a des certitudes, et puis les certitudes, c'est les chiffres, c'est les machins, c'est la représentation sociale, c'est bon, voilà. Je pense qu'on a très mal géré ce truc-là, et dans le même temps, il faut reconnaître qu'on a eu, enfin, à l'époque où ça avait un intérêt, où il se passait des choses, on n'était pas dans le coup, enfin, je veux dire, pour des raisons que j'ignore, hein. Le type qui faisait ce cours de dynamique, enfin pas de dynamique système, d'analyse de système à Dauphine à l'époque, c'était un mec qui s'appelle Bernard Polleret. Oui. Bernard Polleret, il a fini sa carrière à Paris 1. Moi, je l'ai retrouvé 30 ou 40 ans après, donc on a discuté le coup. Mais c'est marrant parce que, vous voyez, le mec, il faisait son cours d'analyse de système, mais en fait, entre ce moment qui vous fait découvrir la dynamique système et la période contemporaine, c'est-à-dire il y a 10-15 ans. Je ne sais pas si le pauvre Bernard est encore en vie, d'ailleurs, j'en ai aucune idée. Mais lui, il n'a jamais de sa vie fait un modèle de dynamique des systèmes. Voilà, c'est ça, c'est qu'on a. Euh, bon, la deuxième raison, alors qui, à mon avis, est une raison majeure, on est quand même le pays de l'économie mathématique. Et l'économie mathématique en France, c'est on va dire, 80 ou 90% les X-ponts, les X-1000, et qui sont nourris euh, essentiellement d'économétrie. Et tout ce qui n'est pas économétrique n'est pas scientifique. Et ce qui est terrible, c'est que les enseignants d'économie quantitative sont du même ordre qu'ils soient ingénieurs. Comme on disait dans notre pays, on parlait d'ingénieurs économistes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon. Le paradoxe, c'est que les ingénieurs économistes, chez nous, ils étaient tous économétriciens. Ils n'étaient pas dynamiciens des systèmes. C'est pas des petits forestiers. On n'a pas de petits forestiers. Et donc, il y a une bataille idéologique réelle derrière tout ça. Alors que je pense que c'est un outil intégratif potentiel. Au fond, on peut y mettre ce qu'on veut. Et d'ailleurs, c'est le problème. À partir du moment où vous avez je ne sais pas comment l'appeler, une méthode, une technique, une approche, qui vous dit, je suis intégratif. Ce qui est important, c'est ce que vous apportez. C'est le modèle verbal que vous apportez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut y mettre n'importe quelle théorie dedans. Alors ça, c'est perturbant. Ça. Vous vous rendez compte, je peux faire un modèle, quelle que soit l'inspiration idéologique qu'il y a derrière moi, la représentation que j'ai du monde. C'est quand même un problème pour plein de gens. Euh, c'est pas un modèle néoclassique, c'est pas un modèle keynésien, c'est pas un modèle marxiste, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes le modèle que vous créez. Ah, ça c'est grave. Ça. En Et si plus, on revient sur la question des transports, parce qu'on pourrait dire que c'est quand même une thématique systémique par excellence, ouais, quelle était la réception des... Parce qu'il y a des laboratoires, je pense au LET à Lyon, mais il y a eu beaucoup de laboratoires qui travaillaient sur mais, les transports. ouais. Alors, premier truc, bon, moi le premier modèle que je fais et qui est entre guillemets, alors est-ce que celui-là, il y en a un des deux qui est primé, je sais plus lequel. Enfin bon, bref, j'ai eu à un moment donné un prix, je sais pas quoi. J'étais pas là pour aller le chercher d'ailleurs. Non, il y en a un qui n'a pas été mal reçu, mais par la communauté de la recherche, on va dire. Mais les mecs de Lyon, à un moment donné, ça leur plaisait pas du tout. Enfin, Bernadet, à un moment donné, il a voulu mettre son nez dedans. Alors, il me posait des questions sur chaque équation. Bon, je dis, ben oui, d'accord. Si tu as autre chose à proposer, on le met, puis on va voir si ça change quelque chose. Alors évidemment, ça ne changeait jamais rien, parce que ce qu'ils n'avaient pas compris,
c'est qu'il y a un modèle de dynamique système à un niveau de complexité tel que bien souvent, c'est souvent les réflexions que je me suis fait a priori, quand on fait un beau modèle, on fait un modèle qui est assez complet et assez complexe. Donc il y a un niveau de complexité. Moi j'appelais ça un plat de nouilles. Vous avez un plat de nouilles qui est considérable. Mais vous vous rendez compte à la pratique que si vous retirez une des nouilles, des fois il ne se passe rien. Alors, je dis des fois, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe jamais rien. Mais on va dire dans la majorité des cas, peut-être dans la quasi-totalité des cas, il ne se passera rien. Vous changez un paramètre, vous dites, ben là, c'est pas un, c'est deux, il se passe rien. Parce que vous avez un modèle qui est tellement complexe, avec tellement de boucles de rétroaction, que finalement, chaque relation individuelle peut avoir un impact vous ne connaissez pas a priori, mais qui peut être complètement négligeable. Ce qui fait que je me suis dit souvent, si je devais bien faire mon boulot, peut-être faudrait-il faire deux fois mon modèle. Le premier, je fais le beau modèle. Puis à la fin, j'essaye de le simplifier, de simplifier, de simplifier, de simplifier. Ça serait peut-être bien. Ceci, vous ne faites jamais ça. Parce qu'en général, quand vous arrivez à la fin, vous êtes un peu épuisé sur les bords quand même. Il y a un côté, bon, il y a un côté, et surtout que votre truc, il marche. Et puis bon. Donc, moi, j'ai fait un premier modèle qui était cette espèce de modèle global, etc. Je m'en suis servi pour faire plein de trucs, je m'en suis servi pour tester des hypothèses. J'ai pu montrer que ça permet de tester des hypothèses assez que les autres ne savaient pas tester. Euh, bon, mais j'ai pas été entouré de gens qui m'ont dit tiens, on aimerait bien regarder les résultats. On m'a fait des critiques, on m'a dit oh, telle équation ceci, telle équation cela. Je dis c'est bien, bon, ok, mais viens. À chaque fois, j'aurais dit mais écoutez les mecs, ok, d'accord, je peux vous justifier chaque truc plus ou moins bien, et je sais très bien que je ne peux pas tout justifier à 100%. Par contre, si vous voulez, venez, on joue avec. On passe une journée et tu joues, tu te mets derrière la machine avec moi et puis on fait des trucs, puis tu vas regarder ce que ça donne, quoi. Puis s'il y a des trucs qui ne te plaisent pas, on voit comment on peut corriger, etc. Jamais ils ont fait le pas. Par contre, j'ai eu à répondre à des pavés comme ça sur telle équation, tel truc, etc. Et puis leur problème, c'est que dit, oui, mais d'où ça sort l'équation? Bah, je dis, attends, quand vous parlez de qualité, vous avez quoi pour intégrer la qualité dans vos modèles à la noix là? Vous n'en savez rien, puisque un, vous ne la mesurez pas, et deux, vous n'avez pas de série statistique sur quoi que ce soit, et des trois, vous ne savez absolument pas quelles sont les relations économétriques possibles entre qualité et comportement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, nous, on fait des hypothèses, puis on regarde ce que ça donne. Bon. Et ça donne des résultats parfois vachement intéressants. Donc il y a ça. Alors après, on a compliqué, c'est-à-dire on m'a dit ah ouais, mais si tu rajoutes des permis de CO2 là-dedans, etc. Donc j'ai fait un truc avec l'ADEME. Euh, entre parenthèses, ça servait à rien, pas grand-chose. Après j'ai utilisé ça, et c'est là que j'ai été primé pour faire des simulations de grandes politiques des transports. Qu'est-ce qui se passe si on fait si on implante tel type de système sur tel axe en faisant en définissant comment dirais-je, une façon de faire du transport combiné rail-route, par exemple. Et donc, je montrais que c'était possible, qu'on y arrivait, qu'on n'y arrivait pas, etc., quelles étaient les limites, quels étaient les problèmes posés, etc., etc. Enfin bref, et puis après, au bout d'un certain temps, je me suis dit, bah, si j'arrive à connecter ça avec des modèles multi-agents, on peut faire un truc génial, c'est-à-dire qu'on peut faire de la géographie vraiment. Et c'est là où je me suis confronté à un autre problème, c'est la frilosité extraordinaire des gens qui détiennent les informations. Par exemple, je disais, bon, nous, on a numérisé le réseau ferroviaire. Ça serait vachement bien. Et on a numérisé plein de paramètres du réseau. Je dis, maintenant, si vous me donniez votre réseau numérisé, je dirais, des NCF réseau, ça nous ferait gagner énormément de temps et ça nous permettrait de coller à coup sûr à la réalité. Ça a pris un temps fou. À la fin on a laissé tomber, j'ai annulé le contrat. Parce que il fallait signer un nombre de papiers. Alors, à chaque fois que vous posiez une question, ça mettait 6 mois. Enfin, il ne voulait pas le faire. Les données, c'est pareil. Avoir des données de circulation de train, vous avez en ligne les données de circulation de tous les trains sauf les trains de marchandises. Comme ça. Vous connectez à un site, vous zoomez une carte, n'importe quel endroit du réseau, vous voyez les trains se balader dessus, etc., savoir d'où ils vont, où ils viennent,
la vitesse, etc., tout le système de signalisation, tout y est, tout y est. Bon, attendez, c'est pas tellement simple. Moi, j'ai besoin de quelques informations supplémentaires pour faire une modélisation du réseau en temps réel si je veux et en accéléré. Là. Je n'ai jamais pu le faire. Bon, donc, au bout d'un certain temps, vous laissez tomber, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi la bonne volonté des gens par rapport à des outils qui sont des outils de simulation. C'est-à-dire qu'ils sont, on n'a pas cette culture de la simulation. Moi, quand je filais des cours, je l'expliquais aux jeunes, je leur disais, voyez, pourquoi on a créé des simulateurs de vol? C'est parce que vaut mieux se casser la figure 10 fois dans un simulateur de vol en essayant d'atterrir sur un aéroport difficile que de le faire avec un vrai avion. On est d'accord? Bah, l'économie, la société, c'est un peu pareil. Si on sait faire des simulateurs, on a peut-être des chances de faire moins de bêtises quand même. Vous aviez des contacts à l'époque avec tous les gens qui travaillaient sur la prospective, parce qu'on a une forme d'école française à la prospective où il y a eu une grosse tradition, et on est surpris qu'il n'y ait pas eu ce lien avec la système dynamique, qu'il n'y ait pas eu de personnes de la prospective qui se disent, Nous, bah on a tiens, fait, moi, dans notre secteur, je dirais la prospective, c'était nous. Donc, le problème, il était réglé. Quand j'étais à l'OS et avant au SAI, c'est nous qui la faisions, la prospective. Donc, bon. Alors, on ne la faisait pas tout seul, hein, on associait des gens, etc. Puis on avait nos méthodes à nous. Enfin, bon, en gros, c'était ça. Il y a eu l'avant. Avant, il y a eu tous les travaux qui ont été faits à la data, qui, entre parenthèses, fait les premiers papiers importants sur l'analyse des systèmes, avec le fameux rapport de Barrel. Il y a, mais quand vous regardez, moi j'ai regardé ça il y a quelques années rétrospectivement, il y a des trucs géniaux, très bons, par exemple sur la méthode des scénarios, bon. Et il y a des trucs qui sont d'une nullité totale. Le survol de la France de l'autre coup, là, j'ai oublié le nom, c'est complètement ridicule, quoi. Enfin, bon. Si vous voulez, c'est ça aussi le problème. C'est je pense qu'on a été desservi par une partie de cette communauté-là qui s'est mis à un moment donné à raconter n'importe quoi et qui a vendu très cher des recommandations qui étaient très fantaisistes. Enfin, je ne vous dis pas ce qu'ils avaient fait sur la Corse. Si je ressortais ça dans la rue là demain, il y avait la moitié de mes voisins auraient des boutons plein la figure. Enfin, c'était complètement... Les mecs étaient fous, quoi. Le ce qui est mec, il prend surprenant, c'est que quand on regarde la méthode des scénarios de Godet, par exemple, ou des choses comme ça, c'est extrêmement intéressant. des trucs. Ben, Ouais. ouais, Godet, nous, on l'a toujours pris pour un mec un peu bizarre qui n'était pas très sérieux, quoi, enfin, honnêtement. Par contre, il y avait... ben, bon, dans les transports, on les a jamais vus, ces gens-là. Hein. On a fait beaucoup de travaux de prospective dans les transports. Bon, beaucoup de travaux. Euh, on a fait pas mal de choses. Le problème à ce moment-là, c'est, je vais vous dire, quand vous faites des travaux, j'ai fait beaucoup de prévisions et un peu de prospective dans les transports. Le problème que vous avez, c'est que c'est pas, ça peut pas être, vous pouvez pas faire un travail d'expert entre guillemets. Hein. À un moment donné, il faut, et c'était les principes de planification qu'on a complètement oubliés, c'est qu'à un moment donné, vous avez les forces sociales qui interagissent dans des commissions pour valider et invalider ce que vous fabriquez et pour fabriquer quelque chose qui ressemble à un consensus. Il faut bien qu'à un moment donné, on soit d'accord sur ce qui se passe et ce qui risque d'avenir. Bon. Et par rapport à ça, on définit les politiques et là, on se tape dessus parce qu'on peut ne pas être d'accord les uns avec les autres. Bon. Ce processus-là, c'est un processus social. Et les mecs qui aujourd'hui parlent de plan ont complètement oublié que c'était ça le plan. Le plan, c'est un mix entre une administration qui sait ce qu'elle veut, qui a des objectifs, qui a des stratégies. Des fois, on se demande où elles sont aujourd'hui. Des, des, des représentants comment dirais-je, des secteurs économiques et des forces salariales ou artisanales de ces différents secteurs et des experts. Et c'est ce mélange-là dans des commissions qui permet de faire une planification intelligente et qui marche. Et effectivement, pour ça, on a besoin de travaux de prospective. Qu'est-ce que c'est qu'un travail de prospective? Quand, dans les années 70, au ministère, on a voulu réfléchir au transport à l'horizon, je crois que c'était 85 à l'époque. Bah, ils ont fait un boulot de malade pour essayer de comprendre comment marchait, par exemple, l'extraction de sable et gravier. Ça fait des millions de tonnes, ce machin. Donc, où est-ce qu'on va le chercher, à destination d'où, etc. C'est un travail de fourmi. C'est pas des grands discours, c'est un travail de fourmi. Alors ça, on savait parfaitement le faire. Et on le faisait assez bien, en fait. Hein.
Le problème, c'est que des gens qui travaillent de manière extrêmement concrète et pratique sur des données comme ça, euh, ils sont emmerdants, ce qui pose des questions un peu. Bon, il faut être dans une logique de planif pour vouloir l'entendre, quoi. Moi, vous parliez de. J'ai essayé de vendre cette idée plusieurs fois. Je l'ai fait à moitié à un moment donné. C'est de dire bon, écoutez, on fait des travaux, on appelle ça, je ne sais pas comment on appelait ça. Enfin, bref, quand vous avez partage de diagnostic, vous allez en région, voilà, partager des diagnostics. Okay. On arrive à peu près à partager des diagnostics. Donc chacun vient avec des morceaux de diagnostic, puis on essaie de fabriquer quelque chose. Et après, quand on réfléchit à l'avenir, il serait bien d'avoir un outil qui permette de simuler comment ça peut évoluer. Ou un outil qui permette de faire une prospective, je dirais, plus qualitative. Mais quand même, bon. Un truc, excusez-moi, je vais ouvrir la fenêtre parce que à force de parler, il fait chaud là. Et donc, moi, mon idée, c'est de dire, bah, si on garde les mêmes gens et si on leur dit, bah voilà, euh, quand on fait ça, voilà ce qui risque de se passer parce qu'on a un outil de simulation qui nous permet de le voir ou parce qu'on va réfléchir ensemble sur les interrelations qui peuvent se produire. Bon, c'est très difficile d'obtenir de le faire. Moi, j'ai essayé de le faire de manière systématique. J'ai pas été, on n'a pas repris mon idée, donc bon, ça n'a pas été fait. Et je l'ai fait à moitié pour des boulots prospectifs que j'ai pu faire. Euh, les gens me mordent assez peu. Hein. Si vous leur dites, vous prenez une réunion avec des professionnels, moi je l'ai fait avec des transporteurs maritimes sur la Corse, par exemple. J'aurais dit, bon les gars, et si le baril de pétrole, il passe à 200 ou 300 dollars, qu'est-ce qui se passe? Ils sont paumés. C'est des questions auxquelles, si vous voulez, 200 dollars, ils voient 300. 200 dollars, allez, on va dire, en gros, c'est 2 fois pire que maintenant. Bon, ça, on calcule ça. 300 dollars, ça commence à prendre des proportions. Là, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à verbaliser cet avenir qu'ils ont du mal à imaginer. Quoi. Donc, ça aussi, c'est difficile. Mais pour revenir à la prospective, moi, je ne pense pas qu'on a vraiment une école de prospective sérieuse en France. On a eu des gens, on a eu des grands noms, des grands machins, on a eu les époques, le souvent, on a eu les époques, bon, etc., etc. Bon, on les croisait de temps en temps les uns les autres. Euh, non, je pense que les bons travaux de prospective qu'on a pu faire, c'est parce qu'on a mis de la méthode. Et puis, à l'époque de la méthode des scénarios, on bossait pas trop mal, mais c'était pas génial non plus. Enfin, il y avait des trous, hein, il y avait des, l'articulation entre construire un discours général avec une méthode type méthode des scénarios et coller derrière un modèle de simulation, ce passage-là, il est pas toujours facile et les gens, ils savent pas forcément faire. Hein. Et moi, les gens que je connais qui ont travaillé sur la méthode des scénarios à la data à l'époque, certains sont restés dans le giron des transports. À ma connaissance, ils n'ont jamais fait un modèle de leur vie. Pour plein de raisons. Hein, c'est comme ça. Ce qui peut être surprenant, c'est qu'on retrouve dans toutes les grandes écoles, on parlait de X, on parlait des mines, hein, ou des ponts et chaussées, on retrouve quand même beaucoup de compétences en modélisation. Comment se Ouais. fait-il qu'on n'ait pas réussi à Alors, passer au modèle et à des modèles pertinents? alors, il est plus facile de construire un modèle économétrique très compliqué et mathématiquement très complexe pour eux, parce que c'est leur culture. Quand on voit les bouquins, prenez un bouquin d'économétrie euh, universitaire, c'est imbitable. Quoi. Enfin, c'est pas, c'est plus des maths qu'autre chose. Par exemple, il y a un mec qui a fait beaucoup d'économétrie au Canada et en France, qui s'appelle Marc Baudry. Hmm. Bon, il va passer des heures à vous expliquer que la méthode machin est plus efficace que la méthode truc parce qu'on a des problèmes avec les résidus, etc., etc. Bon, et puis l'autre fois, j'en discutais avec un copain modélisateur, puis on a échangé là-dessus. À un moment donné, je dis, mais il nous enquiquine, il passe complètement à côté du vrai problème. Quoi, en fait. Ils se concentrent sur des choses auxquelles ils apportent une réponse technique.
Et leur problème, c'est ça. Mais comme leur problème est toujours le même, c'est est-ce que je peux, dans l'histoire passée, construire des séries chronologiques ou dans l'histoire présente, construire une base de données qui me permet de relier un phénomène à un autre et d'avoir une mesure statistiquement représentative du lien entre les deux. C'est ça leur problème, il n'est pas autre. Donc, à partir du moment où vous raisonnez comme ça, si ça ne marche pas bien, il faut que vous trouviez un bidule qui, mathématiquement, vous permette de régler ce problème de résidus bizarres. Moi, je me rappelle à un moment donné, quand je faisais des modèles et de l'économétrie, j'avais une. Alors, moi, de formation, je ne suis pas économétricien. Et donc, j'avais une collègue qui était de formation mathématique et économétricienne. C'était très marrant. On se mettait devant un truc et on calculait un ajustement, etc. Et donc, vous aviez la courbe estimée, et puis vous avez les points et tout. Et je dis, regarde, il y a un truc qui ne va pas. Moi, je regardais la courbe, elle regardait ses tests statistiques. C'est complètement révélateur. Je dis, attends, il y a un truc qui ne va pas. Va bien. D'ailleurs, il y a un truc marrant, parce que moi, à un moment donné, j'avais fait de l'économétrie, et je m'étais dit, comment je peux évaluer et déterminer des cycles longs dans l'économie. Donc, j'avais travaillé, puis je m'étais dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on crée, on pense avoir une fonction qui est représentative d'un mécanisme économique. Euh, si, en traçant les résidus, j'ai quelque chose qui ressemble à un cycle, c'est qu'il y a un phénomène cyclique. Bon. Et donc, j'ai travaillé sur ce principe-là. Et j'ai réussi à retrouver, en gros, les datations des cycles de Kondratiev sur les séries qui m'intéressaient, qui étaient propres au transport. J'étais content. J'ai découvert après, parce que j'avais pas la traduction de Kondratiev dans le texte en français. J'avais des articles de Kondratiev qui étaient traduits soit en français, soit en anglais. Je n'avais pas le texte de base. Quand le texte de base est sorti, je l'ai lu. Je dis, il a fait exactement comme j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, il a regardé, il s'est dit, oh, il y a des résidus, c'est chouette. Et donc, il a ensuite calculé ses longueurs de cycle en fonction de la trombine de ces résidus. Et finalement, c'est simple. Et si on est confronté sur ce truc-là, lui, il va dire, comme moi, je m'étais posé la question, ce qui est intéressant, ce sont les résidus par rapport à l'estimation. Et ça, je pense que ça a un sens par rapport à la nature des relations économiques qu'il y a derrière l'équation que j'estime. Bon. Et donc, lui, on en déduit cycle économique. Après, il cherche à les expliquer. Bon, OK. Mais si on se concentre là-dessus, on ne se concentre pas sur comment je construis un modèle qui permet de représenter la réalité. Or, en dynamique des systèmes, on se dit, mais comment je peux expliquer, comment je peux construire un modèle causal qui me permette de comprendre ce qui se passe et comment ça peut se passer ensuite. Et le côté je dirais, la compréhension l'emporte toujours sur la sophistication mathématique quand on fait de la dynamique des systèmes. Alors qu'en fait, on fait un truc qui est très sophistiqué, puisque vous allez avoir des milliers de variables et des relations dans tous les sens. Bon. Mais vous essayez d'être le plus causal possible, là où les autres essayent d'être le plus parcimonieux et statistiquement sophistiqué possible, quoi. Après, comment vous faisiez pour communiquer sur les modèles? Parce qu'on évoquait tout à l'heure, quand on discute avec un économiste, il a besoin d'un système d'équations. Et quand on prend un logiciel en système dynamique, c'est pas intuitif. Il sort pas des équations comme ça, il sort des chaînes causales, il sort des diagrammes de stock flux. Les mecs, ils vous demandent d'avoir les équations. Il faudrait que je vous montre. Quand je publiais un modèle, enfin, il y en a quelques-uns qui ont été financés par la recherche. Donc, je publiais quoi? Je publiais mon analyse, je publiais les morceaux de modèle que j'expliquais, je publiais des éléments de calage, comment j'ai calé, comment j'ai choisi telle valeur initiale, etc. Et puis, je publiais les équations. Donc, les mecs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je me rappelle, les copains de Lyon 2, pouf, ils allaient directement sur les équations. Pourquoi tu as mis ça là? Pourquoi 3 et pas 4? Je dis, si tu veux, on met 4. Alors là, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, ils ne comprennent pas que notre mécanique consiste à tester 10 000 fois un modèle pour voir si, en gros, en changeant un paramètre, ça change quelque chose de fondamental ou pas, et dire, bon, ça, c'est à peu près cohérent. Prenez un modèle de dynamique des systèmes banal, un truc dans lequel il n'y a pas 10 000 équations, on va dire une bonne centaine, par exemple.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un modèle de ce type, quelconque, vous avez plein de nombres sans dimension. Vous dites, moi je me rappelle, je dis, ah, bah, attends, quand il y a tel phénomène, bon, on va dire que c'est une courbe comme ça, entre le phénomène 1 et le résultat. On a une courbe comme ça. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un peu une courbe en S pour telle et telle raison. Bon, ça c'est la représentation que j'ai, que je peux étayer par des études, des enquêtes, des... Bon, ok, c'est plus ou moins précis. Mais quand je dessine cette courbe, ça n'a pas de dimension. Je ne sais même pas ce qu'elle est l'unité, on s'en fout. Je sais qu'on passe de l'un à l'autre comme ça. Mais on va tester 10 000 fois la forme de la courbe, sa pente. Et si vous reproduisez ça pour autant de liaisons fondamentales que vous avez dans votre modèle, et comme on fait de la modélisation par bloc. Quand vous avez un modèle simple, vous faites votre modèle. Mais dès que vous avez un modèle un peu compliqué, vous faites des petits blocs et vous testez chacun des blocs. Bon. Quand vous testez un bloc, vous pouvez dire, bah, tiens, si cette relation-là, je la remplace par une relation qui est par exemple, plus linéaire, ou si je mets, là, je mets une courbe qui est plus pointue que ce que j'ai mis avant, qu'est-ce qui se passe? Et vous testez, vous testez, vous testez. Vous testez sur des valeurs importantes, sur des valeurs faibles. Vous voyez ce qui se passe. Vous vous rendez compte que des fois, il ne se passe rien. Donc, on dit ça, c'est pas important. Donc, on met globalement un truc. Mais il y a plein de nombres sans dimension dans un modèle. Et ça, quelque part, ça perturbe tous les gens qui s'appuient sur des séries pour sortir des relations économétriques, quoi. Alors, il y a des gens qui s'y sont mis. Par exemple, à Lyon, il y a un mec qui s'appelle Rho, de mémoire. Rho, je crois. Il était à Lyon 2. Alors, Rho, à un moment donné, il s'est dit, ah, quand même, il faut faire de la dynamique des systèmes. Sauf qu'il n'a pas compris ce que c'était que la dynamique des systèmes. Donc, il a foutu plein de relations économétriques là-dedans. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre, mais il ne faut pas éliminer une réflexion causale et la remplacer par une relation économétrique. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on peut dire, prenez un truc pour relier, par exemple, une demande de n'importe quoi à un trafic. Ben, il n'y a pas de liaison directe entre une demande et un trafic. Il y a un processus entre les deux. Est-ce qu'on a la capacité de production? Est-ce qu'on a... Euh, bon, il y a plein de paramètres qui vont jouer. Comment on joue les prix? Bon. Euh, vous pouvez remplacer toute cette trame causale relativement compliquée par une seule relation. Et si vous le remplacez par une seule relation, c'est plus un modèle de dynamique des systèmes, c'est plus de l'analyse des systèmes, c'est autre chose. C'est de l'économétrie. Et quand vous mélangez trop les deux, bah, vous faites quelque chose qui est une sorte de modèle hybride qui n'a plus rien d'un modèle de dynamique des systèmes. Alors ça, ils avaient du mal aussi de temps en temps à comprendre. J'ai vu que c'était un élément, ça, de compatibilité ou d'incompatibilité. Est-ce qu'on est en système dynamique ou est-ce qu'on fait d'économétrie? Et ça, j'ai l'impression que sur les 30, 40 dernières années, on n'a pas beaucoup avancé là-dessus. Je me rappelle, moi, un chapitre d'ouvrage de Donna Meadows qui écrivait notamment sur l'incompatibilité en disant c'est quand même deux méthodes différentes et Ouais, qu'il ouais, était extrêmement difficile d'envisager une forme de combinaison des deux. bah, si vous voulez, moi, je suis convaincu de ça. Mais je ne suis pas convaincu de ça parce que je ne me rappelais pas que Meadows avait dit ça. Donc, vous voyez, bon. Donc, je suis innocent. Non, mais je dis ça parce que je l'ai constaté. Parce que mon premier petit modèle, quand je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir comment on peut simuler l'évolution des prix sur un marché de transport, je me suis bien rendu compte qu'il n'y avait rien d'économétrique possible là-dedans. Parce que je me posais des problèmes de déséquilibre dans l'espace, dans le temps, etc., etc., et que je faisais rouler les camions dans un sens, puis il fallait qu'ils reviennent dans l'autre. Enfin, bref, il y a un problème d'équilibre dynamique qui se produit. Bon. Il y a des relations causales dans tous les sens, puis il y a des décisions qui sont prises. Bon. Il n'y a pas d'économétrie là-dessus. D'abord, on n'a même pas d'observation. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, on se rend bien compte qu'on divorce complètement. Or, les mecs, à un moment donné, ils vont mettre ce qu'ils ont sous la main dans leur modèle. Parce que vous faites des réunions pendant toute la journée, on vous explique que le fret SNCF dans les années 90, il s'est cassé la figure parce que la qualité était pourrie, parce qu'on faisait des travaux quand il ne fallait pas. Et puis, 2 minutes après, vous vous rendez compte qu'ils sortent un modèle dans lequel il n'y a rien sur la qualité parce qu'ils n'ont pas d'informations sur la qualité. Et puis, ils vous font des prévisions et ils disent voilà ce que sera l'avenir. Oh, les gars, comment on passe de votre discours qualitatif à votre prévision?
il y a un truc qui ne va pas. Bon. Et ça, vous voyez, il y a quelque part une grande difficulté à passer, à utiliser les deux. On ne peut pas utiliser les deux en même temps. On fait l'un ou on fait l'autre. Euh, Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne sert pas de relations économétriques sur certains morceaux d'un modèle. Par exemple, quand vous... Le, le problème, en fait, c'est que quand on fait un modèle économétrique, on peut chanter énormément d'éléments dans la chaîne causale. Euh, Vous réfléchissez à l'impact d'une mesure de l'augmentation des prix du tabac sur la consommation du tabac et la mortalité liée au tabac. Bon. Si vous faites des relations économétriques, vous allez avoir des trucs assez simples, vous allez avoir deux ou trois équations maxi, quoi. Si vous faites de la dynamique du système, il va falloir faire des stocks de gens. Vous voyez, je veux dire, il va falloir, il y a les phénomènes d'accumulation. Est-ce que je fume longtemps, beaucoup, etc. Et quand vous augmentez le prix, il y a des gens qui sont dans des situations historiques différentes. Donc, il y a des phénomènes. J'ai déjà fumé pendant 50 ans. C'est pas la même chose d'augmenter le prix pour moi que d'augmenter pour quelqu'un qui a 20 ans, quoi, etc. Donc, tout ça, quand vous faites un modèle, de dynamique, vous êtes obligé de le mettre, de le prendre en compte. Quand vous faites un modèle économétrique, non. Ce que vous pouvez faire, ce que font certains cas, c'est des modèles, ils appellent ça des modèles démographiques, c'est-à-dire vous découpez votre population en classes d'âge. Les gens qui font de la modélisation sur la bagnole, ils font ça, par exemple. Ils savent, vous découpez la population et de voitures et de consommateurs, si je puis dire, en classe d'âge. Et vous vous rendez compte qu'il y a des phénomènes, des phénomènes de stock différents suivant les voitures qui ont plus de 10 ans n'ont pas le même comportement que les voitures de moins de 5 ans, etc., etc. Les politiques de renouvellement ne sont pas les mêmes suivant l'âge de la bagnole et suivant l'âge du propriétaire. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Alors ça, ils savent le faire en économétrie quand on a les données. Par contre, l'analyse causale, ils ne la font pas bien, quoi. On sait bien. Donc Si, oui, si il y a, vous deviez résumer votre vision d'un système dynamique hier et aujourd'hui, quels seraient selon vous, voilà, quels seraient les points importants s'il fallait mettre en valeur cette méthode en disant il faut y aller, il faut la développer, il faut que les jeunes chercheurs s'y mettent, il faut qu'il y ait plus de formation. Quels seraient les arguments que vous mettriez en avant? moi, je vais vous dire, on ne fait pas de l'économétrie pour savoir comment il faut atterrir à Hong Kong en avion. On prend des simulateurs de vol et on va faire répéter au mec des dizaines d'atterrissages pour être sûr qu'il ait bien compris ce qui peut se passer. Puis on va lui balancer des événements inattendus du style un coup de vent, un orage, etc. pour qu'il apprenne à se comporter dans tel contexte particulier. Moi, j'habite pas loin d'un aéroport ici. Tout le monde sait qu'il y a un cisaillement de vent au-dessus. Bon, bah, les pilotes habitués, ils vous atterrissent, vous vous en rendez pas compte. Bon. Les mecs qui n'ont pas l'habitude, et vous prenez vous prenez un coup quand vous êtes dans l'avion. Bon, c'est pas grave, mais ça fait boum quand même un peu. Donc voilà, on remplace l'expérience par la simulation. Et je pense qu'en matière économique et sociale, remplacer l'expérience par la simulation, c'est plutôt intelligent, ça coûte moins cher. Moi, c'est un des arguments pour moi qui est essentiel. Quoi. Éviter les bêtises économiques, c'est quand même plus simple que de les faire pour se rendre compte. Quoi. Bah, merci Patrice, merci pour cet Vous m'avez entretien. vous m'avez fait parler beaucoup. Non, mais ça, Euh, en même